Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Intelsia IT Solutions consacré à la digitalisation des achats. Je suis Malika Hidouche, en charge du pôle IT Solutions chez Intelsia. Je suis accompagnée aujourd'hui de Omar Kontaoui, qui est directeur des solutions applicatives. Omar et moi avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Habib Adnan, directeur du développement SI chez la LIDEC, qui nous rejoint pour un échange convivial sur les enjeux de la digitalisation des achats. Donc, nous allons commencer par une introduction assez brève sur Intelsia IT Solutions. On parlera aussi du contexte de collaboration avec la LIDEC. Ensuite, Omar présentera la solution portail achat et en fera une démonstration en live. Monsieur Adnan fera un partage d'expérience sur le sujet. Et nous terminerons par une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez, tout au long de la présentation, poser vos questions au niveau du chat ou de l'onglet questions. Voilà, bon webinaire à tous. Et je laisse la parole à Omar. Merci Melika. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Omar Kontaoui Araqi. Je suis directeur des solutions applicatives chez Intelsia IT Solutions. Intelsia IT Solutions est le pôle IT d'externalisation de services IT au sein d'Intelsia. Nous avons plusieurs lignes de services chez Intelsia IT Solutions. Nous travaillons sur des sujets d'infogérance, de solutions applicatives, de BI et de mise à disposition de ressources. L'entreprise a été créée, on va dire, il y a un peu plus d'une année maintenant, par l'union de deux structures qui étaient chacune spécialisée dans son domaine d'activité. Donc l'infogérance, 10 ans d'expérience autour des problématiques d'intégration, de supervision, d'exploitation. Sur les solutions applicatives, 15 ans d'expérience, notamment dans la digitalisation des processus à forte valeur ajoutée, y compris dans le processus achat. Alors, sur le BI, nous avons aussi récupéré une très forte activité, très forte compétence interne chez Intelsia autour de la BI. Nous avons intégré dans notre catalogue de services. Et puis, enfin, pour la mise à disposition de ressources, nous sommes capables de proposer à nos clients, des ressources expertes dans différents domaines et également déployables dans plusieurs territoires, puisque aujourd'hui nous sommes présents dans 4 pays déjà, puis nous pouvons nous appuyer sur l'étendue géographique du groupe Intelsia qui est présent dans 9 pays. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes fiers de faire partie de ce pôle IT Solutions qui compte déjà plus de 180 collaborateurs et qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros annuels. Moi-même, Habib Adnan, je suis directeur du développement ici. Donc, au niveau de l'IDEC, est un opérateur de services publics sur le Grand Casablanca. Nous assurons la responsabilité de distribution de l'eau potable, l'électricité, la collecte des eaux usées, les eaux pluviales et aussi l'éclairage public sur le Grand Casablanca. Et mon rôle, en tant que directeur de développement ici, c'est effectivement amener les entités opérationnelles de l'IDEC à automatiser leur activité. La finalité de cette tâche va au-delà de la mise en place d'outils. Elle a une finalité de gestion de management qui est permettre au management de prendre des décisions éclairées. Avec Intelsia, nous avons dans sa composante IPS, nous avons collaboré de manière très rapprochée sur la mise à disposition d'une solution de digitalisation de la relation entre les fournisseurs et l'IDEC. Ça a commencé par une exigence du service permanent de contrôle. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur un service qui est ouvert au niveau de la production auprès des appels à contrôle. Donc, moi, je vais vous présenter le portail achat. Alors, en 2 temps, une première présentation, 2-3 slides pour expliquer les contours de cette solution, et puis une démonstration que je vais commenter en direct pour illustrer un petit peu les principales fonctionnalités de l'outil.
Alors, ce portail achat, aujourd'hui en 2021, l'histoire a commencé très très tôt et ça avait commencé par une exigence réglementaire qui imposait à certaines catégories d'entreprises ou d'acheteurs de mettre à disposition de leurs fournisseurs des moyens dématérialisés de soumissionner ou de répondre à leurs appels. Et donc le module que nous vous présentons aujourd'hui est une déclinaison de cette exigence qui transpose un processus achat qui est fortement encadré, fortement réglementé dans le monde électronique. Et cela va se passer par la gestion de plusieurs étapes de la consultation pour l'achat. Ça passe par l'étape de préparation, donc toutes les étapes préliminaires de renseignement des caractéristiques des appels d'offres et des consultations. Alors quand je dis consultation, ça peut être appel d'offres ouvert ou consultation restreinte ou enchère, ou toute forme de passation finalement. Toujours dans l'étape de préparation, il y a tout ce qui permet de rédiger de manière assistée les documents d'appel d'offres à travers des modèles, etc. Et puis on va passer par le workflow interne de validation, de relecture, etc., pour aboutir à la validation finale qui va lancer la publication de l'appel. On est en phase de consultation, donc en phase 3. Et donc là démarre l'interaction en réalité avec les fournisseurs qui vont pouvoir interagir de manière dématérialisée pour ce qui est récupération des dossiers, poser des questions, recevoir les réponses, recevoir les avis modificatifs, etc. Et puis surtout, soumettre électroniquement leur pli, tout en respectant le formalisme exigé par une procédure d'achat, on va dire, formelle et qui respecte les règles de la concurrence et les règles de transparence. On va voir comment cet outil, au-delà d'être un outil électronique, c'est aussi un outil qui garantit, qui apporte de la sécurité et de l'intégrité aux échanges. Et enfin, en dernière partie, on passe à l'étape de dépouillement, c'est-à-dire tout ce qui est ouverture des plis et interaction avec les fournisseurs jusqu'à, y compris les phases de négociation, jusqu'à définir le résultat final, et notamment, ça peut être la désignation d'un attribut. Alors, sur le volet conformité réglementaire, on fait exprès de faire un petit zoom là-dessus, parce que c'est vrai que cette solution est partie, comme je le disais en introduction, des besoins réglementaires forts. Mais il n'est pas nécessaire d'être sous le chapeau d'une réglementation forte pour adopter une solution qui apporte de manière fluide et intégrée au processus, donc qui apporte cette couche de conformité, cette couche de sécurité et d'intégrité qui est, on va dire, particulière pour les processus d'achat. Et donc, notamment, on va pouvoir paramétrer un certain nombre d'éléments au niveau de la consultation elle-même pour respecter les délais de publication, pour respecter les délais de visite des lieux, etc. Au niveau des soumissions électroniques, là aussi, de manière transparente, j'insiste sur le caractère transparent, c'est-à-dire de manière totalement intégrée au dispositif électronique, on va appliquer des couches de cryptage, des couches de signature électronique, des couches d'horodatage qui vont assurer qu'on est dans un environnement qui est un vrai coffre-fort électronique de conservation, enfin de dépôt, de conservation et d'accès aux enveloppes des entreprises. J'insiste beaucoup sur cet aspect parce que l'entreprise soumissionnaire doit être assurée de la fiabilité du processus pour pouvoir y adhérer. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur ces aspects de confidentialité et d'intégrité des plis. Enfin, au niveau du dépouillement des plis, on peut, comme il est souvent exigé, bien découper les étapes pour n'autoriser l'accès, par exemple, à l'étape financière, au prix final, qu'une fois qu'on a franchi tous les jalons avec succès, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de fuite d'informations. Donc tout ça, c'est au bénéfice de l'acheteur qui s'assure de ne pas permettre de fuite chez lui, et c'est aussi au bénéfice
du fournisseur qui est assuré d'interagir avec l'acheteur dans un environnement totalement de confiance. Et donc, un petit rappel sur les 5 grands chapitres en lien avec la sécurité de la plateforme. Ils sont un élément différenciateur de cette solution parce qu'encore une fois, elle est issue d'un environnement juridique et réglementaire très fort, mais elle est adaptable à tout type de structure. Et donc, on a une authentification forte de l'ensemble des acteurs. On a une signature électronique des documents, alors qui peut être paramétré ou non en fonction des seuils, par exemple, c'est-à-dire pour un devis en dessous d'un certain montant, on n'a pas besoin d'une signature électronique. Par contre, pour les appels d'offres ouverts, etc., on va exiger la signature électronique. Ensuite, il y a l'horodatage cryptographique. Alors, l'horodatage, ce que ça permet de faire, ça permet de donner un cachet de date certaine pour les événements, notamment les événements de dépôt, les événements de modification de conditions de passation d'appel d'offres, ou même par rapport à l'enchère, l'ordre de la chronologie de réception des différentes enchères par les enchéristes. La confidentialité en numéro 4, et donc là on a le cryptage qui assure une confidentialité totale des documents jusqu'à l'étape clé d'ouverture par le président ou par le chargé d'ouverture des plis, qui a le moyen technique qui lui permet, lui seul, de faire cette ouverture. Et enfin, l'auditabilité, est-ce que la solution, elle propose de refaire la trace de l'ensemble des actions qui sont effectuées. C'est très utile, notamment les acheteurs qui ont utilisé la solution depuis longtemps, très longtemps, depuis plusieurs années, voire une dizaine d'années. Ils sont très contents de pouvoir compter sur la plateforme pour refaire l'histoire d'un dossier de manière très fiable, notamment lorsqu'il y a un audit interne ou même externe. Je parlais tout à l'heure de la confidentialité des offres et que la solution assurait une imperméabilité totale des offres, sauf pour les personnes concernées. Donc là, on a un exemple pour les offres des fournisseurs. L'offre du fournisseur sur cette solution, elle est cryptée avant d'arriver sur la plateforme. Elle est cryptée sur le poste du fournisseur. Encore une fois, c'est de manière transparente, intégrée. Il ne peut même pas s'en rendre compte, mais là, elle arrive cryptée sur le serveur. Et donc, personne, même le meilleur informaticien qui accède, qui manage le serveur qui héberge la plateforme, ne peut pas avoir accès à l'offre du fournisseur. Et c'est uniquement avec la combinaison de 3 conditions que cette offre peut être décryptée et ouverte. Et donc, les 3 conditions sont que la date et heure limite d'ouverture des plis est dépassée, que la personne qui est connectée a une habilitation particulière sur la solution et sur cette consultation pour ouvrir les plis, et enfin que cette personne détienne une clé privée, donc elle peut être logicielle ou sur un support cryptographique, sur un support matériel, donc une carte à puce ou une clé USB particulière. Donc c'est là, il faut que toutes ces conditions soient là pour que les offres puissent être ouvertes, et c'est ouvert et la trace d'audit est enregistrée dans le système, donc c'est une opération qui est irréversible. Voilà, et donc encore une fois, c'est un différenciateur de cette solution qu'on ne va pas trouver dans des solutions éditeurs, on va dire, tierces, qui n'ont pas l'habitude de travailler dans des environnements fortement réglementés. Donc on va passer à la démonstration. Merci de lancer la vidéo. Alors, ça va être un peu rapide, donc je ne vais pas m'attarder sur tous les écrans. Là, on est sur la création de la consultation. Alors bien sûr, on peut créer la consultation à travers un formulaire, comme il est possible de s'interfacer avec les outils internes de gestion des demandes d'achat ou de gestion de demandes d'achat qui vont récupérer un maximum d'informations de ces outils-là pour les pré-remplir dans la solution. L'idée est que dans un système intégré, on n'allait pas saisir l'information deux fois. Donc les informations, on va les renseigner en fonction de ce qui est paramétré dans l'outil par rapport au... Qui insère ces informations-là? Alors là, en général, c'est le service achat qui les insère, mais il est possible de déléguer ces fonctions
à des services techniques. Métier, quoi. Voilà. Donc, ils renseignent les informations liées à l'appel d'offres. À l'appel d'offres, absolument. Après, ils vont charger. Alors, pour les documents qui sont joints à la consultation, on peut les charger. Tu peux faire plus, s'il te plaît. On peut les charger sur la solution, on peut les générer à partir de la plateforme. On va le voir juste après. Okay. Et donc, ensuite, il y a cet onglet important, modalité de réponse, qui est au cœur de la dématérialisation. On va dire, est-ce qu'on accepte ou non la réponse électronique? Est-ce que la réponse électronique est signée, doit être signée ou non? Et de quoi est formée cette réponse électronique? De une, deux ou trois enveloppes. Parce qu'on va respecter l'ordre d'ouverture des enveloppes plus tard, en gérant l'admissibilité dans le 1, le 2, le 3. Et enfin, il y a une gestion totalement ouverte sur l'ensemble des collaborateurs d'entreprise pour pouvoir accorder des accès en lecture seule ou en lecture écrite ou par lecture et avec habilitation pour les services techniques, pour les collaborateurs du service demandeur, pour le bureau d'ordre physique, etc. Et donc, on va se servir de la plateforme comme base de données centralisée pour l'ensemble des intervenants sur une affaire de. Donc la consultation a été créée et est en étape d'élaboration. On va suivre les différentes phases en publication. Donc, il y a tout à l'heure, je disais, tout à l'heure, je disais, il y a la possibilité de charger les documents une fois qu'ils sont préparés au niveau du service d'achat, ou bien on peut venir les générer du système. Alors pour les générer du système, il y a une étape préalable de préparation de Canva. Et à partir de ces Canva, on va donner la main aux acheteurs pour renseigner certains champs. Donc ils vont compléter le document et personnaliser le document pour la faire en cours. Donc tu peux reprendre ce document. Donc là, je vais sélectionner par exemple un document de type règlement de consultation. Le système me donne la liste des règlements de consultation qui sont éligibles à ma consultation en fonction de sa nature, en fonction du montant saisi, etc. Et à partir de ce moment-là, je vais obtenir la table des matières en ligne. Là, je vois de 1 à 11, ce sont les différents chapitres du document. C'est un règlement de consultation standard et toi, tu l'adaptes derrière. L'utilisateur l'adapte. Ce règlement. L'acheteur, quoi. Voilà, ce règlement, il respecte le format et le contenu du client et on le met à disposition de tous les acheteurs pour le compléter au cas par cas et générer le document final qui va, à la fin, ça va être un document PDF avec le logo, l'enquête, la date des matières, même s'il a été produit sur un navigateur web. OK. Donc on continue. Donc là, on va personnaliser le premier chapitre. Donc, il y a un champ à compléter, donc il est à saisir par l'utilisateur. Et puis on valide, on passe au chapitre suivant. Donc là, sur cet écran, on voit qu'il y a en haut déjà des clauses prédéfinies, non modifiables, et des clauses modifiables. Donc, au fil de l'eau, on voit qu'il y a des chapitres qui passent au vert, ça veut dire qu'ils ont été validés, ils ont été complétés. Et ainsi de suite, on va jusqu'à avoir tous les chapitres en vert, et on va pouvoir générer le document final. Alors, je pose s'il te plaît, Zineb, sur ce module, alors c'est un module optionnel, mais il est intéressant pour plusieurs choses. Il est intéressant d'abord pour sécuriser juridiquement les documents. Parce que dans le Canva que vous voyez ici, il y a des chapitres qui sont figés par l'administrateur et donc l'acheteur n'a pas la possibilité de se tromper, de supprimer, de modifier, etc. par mégarde et donc de mettre en péril la consultation. Deuxième avantage, c'est la rapidité parce que ce soit pour celui qui saisit ou pour dans le workflow, celui qui valide le document, on peut imaginer qu'il y a deux rôles, un rôle de créateur de document, un rôle de valideur de document. Celui qui valide, c'est ce qui a validé. Il va valider que ce qui a été modifié. Parce qu'il y a un code couleur qui dit ça en vert, en gris, ça n'a pas été touché. Et le troisième intérêt, c'est lorsqu'on est décentralisé, on peut homogénéiser les pratiques entre l'ensemble des acheteurs. Ça permet de processer. Et de... Exactement. On peut continuer. Donc, une fois que le document, tout est en vert, on peut l'envoyer pour approbation. Voilà, donc vraiment, dans la démo, on va jouer tous les rôles, donc celui qui rédige et celui qui approuve, et on peut dissocier ces rôles-là, passer de rédigabilité à l'étape validée. Une fois que c'est validé, je peux adjoindre ce document au dossier de consultation des entreprises que je vais publier
pour les fournisseurs. Là, je passe à l'étape de validation de la consultation en global pour la publier. Là aussi, il y a d'autres paramétrables. Alors, on peut le faire uniquement par cette plateforme ou également en interfaçage avec le parapheur. C'est le cas d'ailleurs avec la DIDEC, où il y a le parapheur électronique qui est l'outil qui permet de prendre en charge les processus documentaires, y compris le processage. Et là, on arrive à une étape cruciale qui est l'approbation de la consultation pour la publier. Et c'est là, tu peux faire pause s'il te plaît, à ce stade-là, on va définir les modalités, on va définir avec quelles clés les offres des fournisseurs seront cryptées et décryptées. Donc les clés, je rappelle le principe, c'est que les offres des fournisseurs arrivent chiffrées sur le système. Donc pour les chiffrer, on a besoin de clés. Ces clés, elles sont paramétrées dans l'application au début du projet, au début de la mise en place du système, et on va distribuer une clé par président de commission. Président juste aussi. Pour préciser, alors là, tu parles bien de la réglementation marocaine. Il y a besoin d'une clé physique pour pouvoir avoir une signature électronique. Alors presque, on ne parle pas de signature, on parle de clé de chiffrement, de cryptage. Pour le cryptage, ça garantit la confidentialité du pli, et ce n'est pas spécifique à la réglementation marocaine, oui. C'est général de dire qu'une offre qui arrive, alors dans le monde papier en fait, dans le monde physique, les offres arrivent scellées dans des enveloppes fermées, même dans les entreprises privées, demandent des offres. Alors comment transposer ça dans le monde électronique pour que ce soit aussi sûr, voire plus sûr que l'enveloppe qui est scotchée. Tu distribues des clés physiques pour les personnes qui sont en droit d'ouvrir les différents. Qui sont en droit d'ouvrir, et ces clés, elles sont paramétrées pendant. Alors, les personnes en charge d'ouvrir auront la partie privée de la clé, la partie publique de la clé, et elle est sur la plateforme, et elle sert à crypter l'offre. Donc l'offre est cryptée avec. On va le voir. Mais encore une fois, c'est transparent. Là. Il ne s'agit pas de rentrer dans ces détails techniques. Je veux juste dire, à ce stade. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce qu'il faut des clés USB physiques, est-ce que ça peut se faire par une authentification électronique, voilà. Alors, la clé, elle peut être logicielle, elle peut être installée sur le poste, sur un PC portable comme celui-là. Le tout, c'est qu'elle doit être protégée par un code PIN, par un mot de passe. Qui est propre à l'utilisateur. Propre à l'utilisateur. Au moment où il voudra décrypter l'offre, il devra utiliser le poste qui contient cette clé et fournir le code PIN qui est le seul, en théorie, à coder. Okay. Donc là, je définis pour chaque enveloppe qui est quelle est la personne, en fait, quelle clé on va crypter et décrypter l'offre. C'est possible de mettre des clés différentes pour chaque type d'enveloppe, mais on peut très bien choisir la même. Donc là, on avait 3 clés qui sont prédéfinies. On choisit la première clé. Et ensuite, je peux définir des suppléants. C'est-à-dire qu'en cas d'absence du président, je peux avoir un suppléant, ou 2 ou 3 suppléants qui vont prendre en charge l'appel avec l'entreprise. Et en plus, il y a une clé de secours qui est automatiquement associée à toutes les consultations, à toutes les enveloppes. Et cette clé, elle est au niveau du top management, au niveau du etc. En cas de problème, c'est comme un passe-partout qui va nous aider. D'ailleurs, c'est bien encadré dans la plateforme sur cette procédure d'utilisation de la clé de secours pour ouvrir les clés. Donc, on ne perdra jamais les clés, mais tant que les clés sont tant que les enveloppes sont cryptées, on est sûr qu'il n'y a aucune violation de la confidentialité. Donc, une fois qu'on a défini les clés, on publie la consultation et devient visible sur le portail fournisseur. Donc, là, je change de casquette. Là, je suis un fournisseur. Je me connecte sur le portail fournisseur de l'acheteur en question. Donc, c'est un lien qui peut être sur son site internet où on peut embarquer ses écrans directement dans son site internet. Et donc, le fournisseur, il peut rechercher les consultations par mots-clés, rechercher par date, rechercher par beaucoup de critères, et il affiche l'ensemble des consultations qui correspondent à sa recherche. Une fois qu'il il y a aussi possibilité d'être notifié en push automatiquement, une fois que j'ai créé mon compte. Il y a des nouvelles consultations, je peux les recevoir automatiquement. Dans mon domaine d'activité, dans ma région, dans ma zone, par mots-clés, etc. Excellent. Alors, une fois que j'ai repéré la consultation qui m'intéresse, je vais accéder au détail de la consultation et je vais pouvoir agir, donc interagir avec le
avec l'entité en question. Alors, les choses se passent de manière automatisée, comme le téléchargement du dossier. Donc, il suffit de cliquer sur le bon lien et je renseigne les informations me concernant pour pouvoir être notifié en cas de modification. Puis, je procède au téléchargement des pièces unitairement ou globalement. Ensuite, j'ai examiné le dossier, j'ai des éclaircissements, des demandes, des questions à poser. Donc, via le formulaire aussi, je peux poser ma question et je reçois un accusé de réception sur la question. L'acheteur ou les personnes concernées sont notifiées sur la plateforme comme quoi il y a une question posée. Donc là, je rechange encore de casquette et je me mets côté acheteur pour voir durant la phase de consultation, qu'est-ce que je peux visualiser sur la plateforme. Donc je peux faire plus si tu veux revenir un peu en arrière. Donc principalement, je peux accéder aux différents registres de la consultation. C'est-à-dire, il y a le registre des retraits, donc c'est l'ensemble des entreprises qui vont récupérer le dossier en ligne. Et sur ce registre, je peux ajouter les enregistrements physiques. Si je continue à fournir le dossier de manière classique, je peux alimenter le registre des retraits physiques. Ensuite, j'ai le registre des questions, donc je peux consulter la liste des questions. Et là aussi, ajouter les questions que je reçois par fax ou par mail ou autrement que par la plateforme. Et j'ai le registre des dépôts, c'est le registre qui liste les fournisseurs qui ont déposé. Alors, c'est juste des métadonnées sur les dépôts en question, il n'y a pas le contenu, évidemment. Et donc ça permet de suivre au fil de l'eau la consultation. Ensuite, on peut passer sur l'étape de modification de consultation. Alors, c'est une étape qui est primordiale quand une consultation est déjà en ligne, parce qu'il y a la notion d'égalité de traitement et d'information obligatoire à l'ensemble des fournisseurs. Là, il y a un formulaire particulier pour la modification. Je vais choisir les informations à modifier. Donc, ça peut être une information. Et après, tu notifies les personnes qui ont soumis. Exactement. Tu ne m'arrêtes pas, s'il te plaît. Donc, des fournisseurs. On dit voilà ce qui a changé par rapport à. Exactement. Et je peux avoir un état aussi de la bonne réception de ce message. Parce que je peux savoir qui a reçu cette notification, qui n'a pas reçu, pour éventuellement le faire par d'autres canaux, si jamais il y a une erreur quelque part. Voilà, je personnalise le message qui est envoyé et j'envoie avec l'accusé de réception, par exemple. Et voilà. Donc là, la modification a été faite. Alors, pour répondre aux questions reçues, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour les réponses aux questions, il y a deux possibilités. Soit on répond directement à l'entreprise, soit on répond en modifiant le dossier de consultation, c'est-à-dire en joignant un fichier questions-réponses à l'ensemble des fournisseurs. Et donc, tout le monde est informé avec cette nouvelle pièce qui s'ajoute au DCE. Et les nouveaux qui vont venir récupérer le dossier vont automatiquement retrouver cette pièce dans le dossier. Vas-y, tu peux continuer. Alors, maintenant, je repasse côté fournisseur. Et le fournisseur, il a eu le temps d'étudier le dossier. Il a reçu les questions, les réponses à ces questions. Et il va pouvoir se préparer à déposer son offre. Donc, sur l'outil, il y a un outil, sur la plateforme, il y a un outil de diagnostic automatisé du poste. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser les bien vérifier que son PC est compatible avec il est compatible et que tout fonctionne parfaitement. Ça, il peut le faire à tout moment. Et donc, c'est un facteur aussi qui renforce la confiance des fournisseurs dans le dispositif parce qu'il sait qu'il ne doit pas attendre la dernière minute pour OK. Alors, pour le dépôt d'une réponse, le fournisseur il va respecter les règlements de consultation et préparer ces enveloppes de réponse conformément aux directives des règlements de consultation et venir les déposer en ligne en respectant, encore une fois, les enveloppes. Dans chaque enveloppe, on va mettre en fonction de l'entreprise qui achète le portail achat, elle peut modifier le nombre d'enveloppes qu'elle souhaite, alléger ou complexifier le process. C'est même en fonction du type d'appel d'offres. Il y a des appels restreints avec une seule enveloppe. Des choses trop rapides. Okay. Donc là, j'ai signé parce que le fournisseur, l'acheteur a demandé de signer. Vous avez des checks verts qui sont tout évoqués. Et là, on passe au chiffrement et transfert. Donc là, comme je dis, c'est transparent pour le
fournisseur, lui, il ne manipule pas de clé de chiffrement. Lui, il clique sur un bouton envoyer et le système crypte et envoie automatiquement. Et ça me donne un accès de réception en ligne et par email. Je reviens côté acheteur. Donc, une fois la date limite de remise des prix est dépassée, et seulement à cette date-là, après cette date, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux accéder au tableau de dépouillement. Donc, on peut être en commission réunie ou à distance. Alors, on peut même avoir une présence des membres de la commission de manière dématérialisée. Et on va procéder à l'ouverture des plis. Je peux ouvrir que les premières enveloppes dans un premier temps. Elles sont marquées comme fermées et chiffrées. Et je ne peux pas accéder aux autres techniques tant que je n'ai pas ouvert les premières enveloppes. Donc là, j'ouvre la première enveloppe. Et là, ça va utiliser ma clé de déchiffrement pour décrypter le pli et le remettre sur la plateforme. C'est cette étape-là qui est irréversible. Une fois que c'est fait, l'application marque que l'enveloppe a été ouverte et le contenu il est décrypté. Je peux faire de même en masse pour l'ensemble des offres. Je peux faire unitairement pour chaque offre. Une fois le déchiffrement est fait, la plateforme donne accès au contenu des plis. Donc, je peux, dans les liens, je peux télécharger le contenu du pli et voir à quoi, quelles informations ont été, quels documents ont été téléchargés par le document. Pour les enveloppes papier, je les ai ajoutées au fil de l'eau de leur réception et je peux ici, si je maintiens le cas d'un papier, juste indiquer le statut d'ouverture de l'enveloppe en disant qu'elle était ouverte. Maintenant, avant de pouvoir passer à l'enveloppe suivante, je vais examiner les dossiers et me prononcer sur l'admissibilité de chaque fournisseur. Donc en disant si l'offre est admissible, avec réserve, sans réserve, non admissible. Et je le fais pour chacune des enveloppes, une fois que j'ai examiné le contenu des offres. Et uniquement pour les offres qui sont marquées comme admissibles, et uniquement pour celles-là, je vais pouvoir ouvrir les offres techniques. Pour les autres, elles sont cachées, masquées et restent cryptées en attendant leur suppression définitive du système. Donc là, on va ouvrir les offres techniques, comme on l'a fait pour les offres, les premières enveloppes. Et il y a le déchiffrement qui est fait. Là, on ne saisit pas le code PIN, on a caché cette partie-là, mais il y a un code PIN à saisir. Les enveloppes sont ouvertes, l'application vérifie la signature et dit que tout est OK et que le document est intègre, il n'a pas subi aucune modification. Cet écran, il est accessible tout le temps. Donc, 2 ans après, 5 ans après, je peux revenir ici et retrouver les originaux de mes consultations, de mes offres. Donc, je sélectionne après l'examen des offres techniques, on va un peu vite, mais après l'examen des offres techniques, et bien sûr, il y a la sous-commission, il y a la non-technique, etc. On peut avoir un PV de sous-commission technique qui est sur le base duquel on va ouvrir les offres financières des entreprises qui sont qualifiées pour les offres financières. Et là aussi, on va ouvrir. Alors, on ne montre pas tous les écrans, mais il y a la possibilité de renseigner les notes, de voir le classement, de générer un extrait de PV, de constatation, etc. Une fois que on a ouvert toutes les offres, on a le classement définitif, on peut venir renseigner la décision sur la consultation. Et donc, ça peut être l'attribution du marché s'il y a un heureux élu. Et on va désigner celui-ci par la plateforme. On peut le notifier, d'ailleurs, au même titre que les autres qui n'ont pas été sélectionnés, via la plateforme, du résultat des travaux de la commission. Et puis voilà, on va renseigner ces formulaires-là qui vont préparer, qui vont d'abord enregistrer la décision et puis préparer la création du contrat et la gestion du contrat par la suite, la suivi des exécutions du contrat. Donc on ne montre pas en démo, mais on pourra le faire si jamais dans une prochaine occasion. Donc là, tu peux revenir sur votre document. Donc juste une slide pour illustrer un petit peu, pour montrer la fonctionnalité suivi l'exécution des contrats. C'est un module qui s'intègre avec celui qu'on vient de voir et qui permet de se faire un suivi opérationnel et contractuel du contrat. Donc on va sur une base de données de l'ensemble des contrats avec les phases, les délais, les chefs de projet, les livrables attendus, etc. On a la gestion des éléments administratifs, c'est-à-dire le démarrage, l'arrêt, la mise en demeure, tout avec la génération des PV automatiques, tout ce qui
cycle de vie des contrats. Et puis, il y a tout ce qui est événements financiers. Donc, ça permet de récupérer, de charger des factures, de recevoir des factures en ligne, de traiter le processus de facturation, le processus de paiement avec les dossiers de paiement, la gestion des avenants, etc., etc. Donc, ça, c'est un module à part qu'on présentera probablement dans un autre cadre. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la démonstration. J'espère que je n'ai pas été très rapide ou trop rapide. Merci Omar. En tout cas, ce n'était pas un exercice simple parce que c'est quand même un processus qui dure plusieurs semaines généralement dans les entreprises et qu'on a réduit à 11 minutes, je pense. Donc merci. Alors ensuite, on va peut-être en parler de manière plus pragmatique avec M. Habib Adnan qui va vous parler du contexte de leurs besoins de digitaliser les achats et de comment ça s'est passé après concrètement en mise en place. Alors, effectivement, c'est un exercice assez intéressant et donc, par essence, le process fait interagir plein de parties prenantes, que ce soit au niveau des fournisseurs, au niveau, en l'occurrence l'IDEC, pour ceux qui ne savent pas, donc nous assurons dans le cadre d'une gestion déléguée l'exercice d'une action de distribution de l'essentiel de la vie. Et l'ensemble de nos consultations, ils sont suivis et contrôlés par le service permanent de contrôle, donc le SPC, qui était initiateur en fin de compte de cette collaboration, fort intéressante et certainement qui a apporté beaucoup de valeur ajoutée pour l'entreprise. Ce qu'il faut savoir dans le cadre de l'IDEC, c'est que la digitalisation a été démarrée bien avant, c'est-à-dire mais elle était focalisée essentiellement sur la partie back-office. Donc, on avait SAP pour une fois qu'on a besoin de passer commande, qu'on a besoin d'exécuter, de gérer un peu l'événement de paiement. Mais on a quelque part, un tout petit chouïa, délaissé un peu le côté interaction avec le fournisseur. C'est là où ça s'insère de manière très intelligente, c'est qu'elle permet, et en fin de compte, c'est ça, généralement on s'embarque sur la digitalisation pour servir en premier lieu notre processus back-office, et quelque part, on passe peut-être en deuxième lieu, sans qu'on le veuille, l'interaction avec le fournisseur. C'est là, effectivement, où le portail achat, il a rempli un essentiel de notre suivi. Nous opérons pendant une certaine durée et nous avons besoin de restituer à la ville de Casablanca le patron qui a été saisi pendant cette opération. Et donc, elle a besoin de s'assurer qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait une mise en concurrence de manière continue sur l'ensemble des sollicitations qui sont opérées sur la ville. Et donc, c'est cette partie importante qui a été remplie avec beaucoup de réussite. C'est un produit qui a pris 24 mois quand même dans sa mise en place, pour dire un peu l'effort nécessaire pour embarquer tout le monde sur cet exercice, que ce soit la CNDP, à travers la sécurité et la protection des données caractères personnels, que ce soit vis-à-vis des fournisseurs, quand tout le monde est prêt, ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est un projet structurant qui nous a ouvert les yeux sur un partenaire essentiel qui est le fournisseur et qui est un partenaire de vie de l'entreprise. Challenge, oui, beaucoup de challenges, parce que généralement, quand on passe en étant convaincu comme quoi le processus est outillé, à les convaincre, pour moi, cette interaction, on a besoin de l'opérer, c'était essentiel de le faire. Nous l'avons fait, outillé, bien sûr, et bien sûr, préparer un peu tout le back-office et s'intégrer. Quand on parle d'intégration aussi, ce n'est pas que l'intégration de systèmes d'information, il faut aussi intégrer les opérateurs au niveau de l'usage de ces plateformes. Et ça aussi, il y a eu un accompagnement assez intéressant à travers la composante IPS d'Intelsia pour qu'on puisse mener à vrai. Et donc, en fin de compte, le recherché, c'est une transparence dans le processus, c'est une mise en concurrence qui est accessible à tout le monde, et que les deux parties, que ce soit celui qui fournit le service ou le bien, que ce soit l'entreprise qui est l'IDEC, on tire profit d'une collaboration qui soit réussie. Et donc, mine de rien, la solution a contribué à cette amélioration. Et vous avez eu des témoignages de vos fournisseurs qui vous disaient
post-mise en place de la solution à quand même, il y a peut-être des appels d'offres auxquels je n'aurais pas répondu si c'était papier, Absolument, c'est essentiel. Un, c'est l'information. Pas tout le monde s'inscrit sur la presse nationale pour pouvoir avoir les publications nécessaires, ainsi de suite, pour avoir ça. Avoir ça en digital, quand le réunion qui demande, il est sur ce créneau, ce canal digital, et donc il est notifié, il est sachant, il part consulter, il n'a pas besoin de plus limiter des horaires, des téléphones qu'il peut avoir de telle ou telle personne. Il a une plateforme accessible depuis Internet qui lui permet de savoir un peu qu'est-ce qui est en cours pour la mise en concurrence. Et donc, quelque part, cette recherche d'adéquation entre mes services à moi et ce que demande l'entreprise, il est quelque part rendu public et accessible à tout le monde. Super. Juste un petit commentaire par rapport à la jeunesse du projet chez la LIDEC, qu'on retrouve généralement chez nos clients. C'est d'abord une obligation réglementaire. Et c'est comme ça d'ailleurs que la plateforme, le sujet a été pris en charge par nous en tant qu'éditeur. C'est à travers d'abord une exigence réglementaire. Mais nous sommes réjouis, nous nous réjouissons à chaque fois de savoir qu'au-delà de ces exigences réglementaires, les utilisateurs trouvent un intérêt métier, business pour eux de travailler sur ce type de solution, puisque ça, notamment sur la partie traçabilité et restitution de l'ensemble de l'historique, qui est possible grâce à la digitalisation. Absolument. L'IDEC, à travers son projet Synergie 2025, est là, l'une de ses axes stratégiques, c'est la digitalisation, et donc accélérer la transformation digitale de l'entreprise. Et donc, l'accélérer, c'est en étant inclusif vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit nos clients, que ce soit les opérateurs de pouvoir public, que ce soit aussi le fournisseur. Le fournisseur est un facteur clé de succès. Il faudra le servir à ce niveau. Et donc, à travers cette solution, nous avons incorporé de manière relativement rapide, en se basant sur une solution qui existe depuis un certain temps et qui a été démontrée et qui est au niveau de nos institutions publiques, de l'embarquer dans cette transformation digitale. Et effectivement, ça va au-delà de répondre à une exigence réglementaire. On est là à améliorer une relation et donc créer ces win-win de part et d'autre entre l'IDEC et ses partenaires. On ne peut pas vivre sans les partenaires, ça c'est clair. Donc, en parlant un peu dans le détail, bien sûr, le détail est l'essence même de ce que nous faisons certainement dans le monde du digital. On parle d'accessibilité, donc on parle d'un médium accessible, Internet, moyen de connexion Internet, quelle que soit la taille de cette entreprise, elle a accès de ce qu'il y a à être sur lequel il y a des challenges qui sont en cours, et donc un appel à concurrence. Donc ça, c'est une simplification fort intéressante. Et aussi cette interaction, notamment par rapport à des demandes de clarification, des demandes de détails par rapport aux exigences techniques et ainsi de suite. Et donc ça permet réellement à traiter l'ensemble, à accroître l'équité entre l'ensemble des opérateurs voulant contribuer. Et donc certainement une porte ouverte et un clin d'œil à l'ensemble des startups qui sont intéressées par telle ou telle chose. Donc avoir ce type de plateforme est aussi accélérateur. Parfois on pense à une partie du processus. Généralement, l'approche systémique permet de manière claire d'identifier un peu l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs du process et de ne délaisser personne. Et chaque fois se poser la question, est-il intégré, est-il intégrable, a-t-il accès? Et en faisant ça, on a une map assez intéressante de mise à disposition de solutions innovantes à l'ensemble des parties prenantes. Alors, des challenges, certainement, il y en a pour chacun. Donc, une fois que nous sommes sur le digital, il doit toujours être rapide, il doit toujours être performant. Donc, ce sont des problématiques qui sont partout dans le monde. Et donc, attention, accélérer, augmenter pour tous ceux qui s'embarqueront. Je pense que les bénéfices dépassent de loin un peu les risques, les opportunités d'amélioration. Mais ça va d'une informatique qui est intégrée, intégrable. Ça passe aussi d'une mise à disposition de solutions qui soient toujours accessibles. Une fois que l'opérateur il prend l'habitude d'aller sur un site pour trouver ses offres de services, ne pas l'avoir, c'est un manque à gagner pour lui. Et donc, quelque part, en embarquant, et donc il devient acteur du processus,
et on s'intègre de manière intelligente dans son modèle économique à lui. Et donc, il faut faire très attention pour que l'ensemble des partenaires, de les écouter, hein, ce sont des plateformes qui sont modifiables, qu'on peut améliorer, parce qu'effectivement, ça a été conçu sur la base d'un certain nombre de processus de workflow qui sont adaptables. Il faut écouter de près les fournisseurs, de savoir un peu comment simplifier, prendre un peu plus d'intérêt sur leur attente et pouvoir les accompagner. C'est un périple, il commence certainement par une mise en place initiale, donc une mise en confiance, et une fois qu'ils prennent confiance, il faudra permettre cette continuité d'accès et d'alimentation, et puis être à l'écoute pour pouvoir s'améliorer de manière mutuelle, parce qu'effectivement, c'est une vraie opportunité d'amélioration tracée et traçable à travers cette solution. Alors, juste par rapport à ça, je complète sur l'idée selon laquelle ce type de plateforme s'intègre dans la chaîne de valeur d'une entreprise lorsqu'elle veut conquérir de nouveaux marchés. Elle doit forcément passer par ce type de plateforme. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les écrans fournisseurs sur cette plateforme sont très épurés, très simples. On ne demande pas aux fournisseurs de préparer, par exemple, son offre financière sur la plateforme. On souhaite qu'il continue à travailler selon ses moyens habituels et que le résultat de ces travaux, il vienne les poser sur la plateforme. C'est essentiel et ça permet de ne pas ajouter de contraintes dans le processus interne de l'entreprise. Absolument. Alors, pour une entreprise comme IDEC, opérant sur le Grand Casablanca, ayant des processus back-office qui sont faits sur SAP, la solution s'est intégrée avec un ERP aussi structurant que SAP ou autre, donc ça permet. Mais c'est pas une exigence, mais c'est selon cette adaptabilité par rapport à l'écosystème présent, certainement est un facteur clé de succès permettant l'accessibilité à l'essentiel de la diaspora marocaine. Merci en tout cas, Sihadi, pour votre témoignage. Merci à vous. On a pas mal de questions, du coup je propose qu'on aille directement sur la liste des questions pour y répondre. Alors du coup, je les prends du bas vers le haut, du haut vers le bas, comme tu préfères. Ok, donc on va commencer par le bas. Alors, donc je vais prendre la question de Youssef Moujoun, qui félicite déjà pour cette solution. Je vous félicite vous deux, parce que vous l'avez mis en place. Alors, sa question porte sur cette capacité d'extension de la solution à d'autres fonctions de l'entreprise. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de cette agilité? Je pense que la question, elle est plutôt pour Lorna, je pense. Je pense pour les deux, parce que l'idée est de voir comment la digitalisation des achats impacte pas que les acheteurs. Donc, elle n'a pas d'autres fonctions. En fait, la solution, la fonction achat est en général concentrée auprès de quelques experts achats au niveau d'une structure, mais ils ne peuvent pas, vu la complexité administrative du processus achat, se concentrer sur la vraie création de valeur qu'ils doivent apporter, mais ils passent beaucoup de temps sur la paperasse, l'administratif, le respect des règles de publication, le respect de choses à faible valeur ajoutée pour leur structure de manière générale. Et donc, le fait d'apporter cette solution qui va leur retirer la charge de certaines tâches répétitives, déjà, ça leur permet de se concentrer sur un achat de meilleure qualité, un meilleur sourcing. Un accès à plus de fournisseurs aussi. Voilà, un accès à plus de fournisseurs. Et ensuite, l'autre capacité qu'a la solution, quand on la déploie, c'est de pouvoir déléguer des fonctionnalités à différents types d'acteurs. Il se peut qu'on donne des accès, pas seulement aux responsables d'achat, mais au management, déjà, pour pouvoir piloter, suivre ce qui se passe, mais aussi à des entités métiers qui peuvent, par exemple, prendre en charge des tâches comme la réponse aux demandes d'éclaircissement technique ou un bureau d'ordre pour tout ce qui est prise en charge de ce qui reste à faire en papier, etc. C'est clair, ça va au-delà de ce qu'il ne faut pas oublier, ou peut-être repréciser, c'est que le processus achat, de manière ancestrale, il est très, très consommateur de papier. Et donc, quand on dit papier, on dit des salles d'archives,
qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas, ainsi de suite. Et donc, quand on a parfois besoin d'acter des décisions, de savoir l'état d'exécution de tel appel à concurrence, où est-ce qu'il est, ainsi de suite, c'est toujours très compliqué, parce que l'écosystème il était très orienté, caché, ainsi de suite. Donc, ce qui a été quelque part original, c'est cette confiance numérique associée à du digital qui a permis quelque part de rendre accessible à l'ensemble de l'entreprise un processus d'achat qui était cloîtré de facto par sa conception. On n'avait pas le choix, quelque part. Dès qu'on dit caché, ainsi de suite, donc on est physiquement cloîtré. Donc une fois qu'il est devenu digital, il est devenu accessible à tout le monde. Mine de rien, un financier s'intéresse sur les engagements de l'entreprise, sur les défenses de la famille, malgré qu'il ait auparavant validé un budget, ainsi de suite, et là, il est intéressé. Donc cette accessibilité partout sur l'entreprise, effectivement, c'est une solution qui le permet. Après, sur la partie adaptabilité du processus, effectivement, les workflows qui sont là peuvent être adaptés selon différentes cas d'utilisation, peut-être d'autres applications. Alors ensuite, on a une question de Sarah Ziabi, qui est pour le cas des consultations restreintes, comment peut-on choisir la liste des sociétés à consulter? Alors c'est très simple. La consultation restreinte, on a à un moment dans le workflow de publication un écran, on va rechercher les entreprises dans la base des fournisseurs inscrits. Donc on peut les sélectionner soit par domaine d'activité, soit les rechercher nommément si on connaît la liste des entreprises, on peut les rechercher et les sélectionner. Comme on peut, aux entreprises qui ne sont pas encore inscrites dans la plateforme, les ajouter, donc les saisir via leur adresse email. Et donc, c'est comme ça qu'on va compléter la liste. Une fois qu'on a fait cette action, on publie la consultation. La consultation n'est pas visible côté portail fournisseur pour tout le monde. Elle est réservée à ces entreprises qui vont recevoir un code d'accès spécifique à cette consultation. Et donc, seulement ces entreprises-là pourront interagir avec la consultation en question. Ok, merci. Ensuite, on a une question qui est est-ce que cette solution est orientée spécifiquement pour le secteur public, oui ou non? Peut-être on répond à celle-là avant de passer à celle d'avant. Oui, alors elle est très fortement inspirée du secteur public. C'est la solution, je réponds directement à la deuxième question, c'est la solution qui sert de base pour le portail marocain des marchés publics. Mais, encore une fois, comme je le disais, l'inspiration forte du secteur public, ça donne juste du bon sens. Ça n'ajoute pas de contraintes particulières à l'utilisation de la plateforme. On peut l'utiliser de manière totalement, on va dire, adaptée à tout processus, mais le fait qu'elle vienne avec ce fort ancrage dans la réglementation publique lui donne une capacité à fournir plus de sécurité et plus de confiance dans le dispositif électronique. Mais sinon, clairement, c'est la même solution qui est utilisée, en tout cas c'est la même base qui est utilisée pour le portail des marchés. Peut-être du coup, pour illustrer par rapport à ça, c'est de dire effectivement que pour le secteur privé, les expériences que tu as sur le secteur privé, comment tu réadaptes pour alléger la solution D'accord, très bien. Alors, au secteur privé, il y a plusieurs axes sur lesquels on peut jouer. Premièrement, sur les seuils, en dessous, au-dessus desquels on va demander, exiger que les fournisseurs signent électroniquement leur prix. Donc, on peut se contenter d'un document qui est enregistré sur la plateforme avec le code du fournisseur que l'acheteur lui a donné. Donc, l'entreprise privée peut référencer les fournisseurs, leur donner un code, et donc c'est ce code-là qui fait office de signature pour les fournisseurs, plutôt que d'acheter un certificat électronique auprès d'un opérateur tiers et de signer avec les autres. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est par rapport à la constitution des enveloppes. Constitution des dossiers de réponse. Dans le secteur public, il y a toujours cette notion de 3 enveloppes pour les appels d'offres ouverts, notamment, pas toujours, mais en tout cas dans la majorité des cas, il y a la notion de 3 enveloppes. Dans le secteur privé, on peut se contenter d'une seule enveloppe ou de 2 enveloppes. Et donc la plateforme permet ça aussi. Et il y a une troisième possibilité, c'est les négociations. Dans le secteur public, il n'y a pas de possibilité de négociation. Alors dans le secteur privé, d'ailleurs, l'idée qu'elle utilise ces modules de négociation, on peut déclencher une opération, recevoir, shortlister et relancer avec les shortlistés uniquement
un round ou plusieurs rounds de négociation. Dans le cas de consultation restreinte. Absolument. Ok, merci en tout cas pour tous ces éléments. Je pense qu'on a répondu aux différentes questions. Merci pour votre temps. Merci Sekabi pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Pour tous ceux qui auraient d'autres questions ou qui souhaiteraient en savoir plus, vous pouvez les partager avec nous sur l'adresse mail itsolutions@intesa.com. On vous la renverra lorsqu'on vous enverra le mail avec le replay du webinaire. Merci à tous d'avoir été parmi nous et nombreux. Et on vous dit à très vite pour un prochain webinaire. Merci. Merci.